En ce jour du 7 avril, euh, évidemment, cet avril a un goût particulier, un goût spécial. En tout cas, juste pour parler d'une chose, puisqu'il y a 2 jours, j'ai parlé du café. Alors, le café. Alors, simplement parce que j'ai vu un documentaire sur l'Éthiopie et sur peut-être le cérémonial. On n'est pas au Japon, la cérémonie du thé. On est en Éthiopie. Les choses sont beaucoup moins formalisées. Il y a juste un processus. Il faut passer par l'étape comment on appelle ça, le fait de griller les fèves, enfin j'ai oublié le terme. En tout cas, il y a une étape, il y a plusieurs étapes. Donc d'abord on prépare les fèves, et puis après on les fait revenir sous un feu. Pardon, je n'ai pas trouvé le terme, mais c'est un terme propre à l'opération de torréfaction. On torréfie le café, puis après on passe à l'étape de la pulvérisation, et après donc il y a plusieurs étapes avant que le café n'arrive finalement entre les mains des présents. Il y avait juste un aspect, une chose qui était moins à ce moment-là, un peu qui cassait ce beau tableau, un peu, j'allais dire, primitif, mais dans le bon sens du terme, primitif premier. Or, nous aurions quelque part, d'une certaine façon, voulu prolonger l'ère primaire. C'est quoi l'ère primaire? L'ère un peu pas trop encombrée. Les choses sont simples. Il n'y a pas à s'occuper de plein, à gérer plein de choses. Le café qu'on a, c'est le café qu'on produit, et ce n'est pas le café qui vient de très, je sais pas combien. Simplement, on utilise des choses qui nous sont familières. Ici, il nous arrive de goûter à quelque chose de nouveau. Voilà, c'est une source de grande joie parce que justement, ce n'est pas fréquent. Le côté primitif ou primaire ou premier des choses est un côté dans lequel il y a de la simplicité. Il y a de la présence, il y a un groupe. Ah, il n'y a pas toute l'humanité, on s'en fout de toute l'humanité. D'ailleurs, on ne saurait pas où la mettre. Voilà, le groupe d'appartenance, le groupe d'affiliation, avec des gens de différents âges, effectivement. Voilà, c'est notre groupe, c'est ce groupe-là qui nous manque. On s'en fout de l'humanité, on s'en fout des autres milliards et milliards et milliards. Ce ne seront jamais que des inconnus. On préfère, voilà, ça c'est l'oncle, ça c'est le grand-père, ça c'est la grand-mère, ça c'est le neveu, ça c'est la nièce, ça c'est ceci, cela. Tous des gens que l'on peut désigner par leur nom et qu'on connaît, on connaît de près, presque intimement. Voilà, une connaissance, j'allais dire, une connaissance de l'ordre du vrai, du quotidien, du ressenti, et non pas abstrait. Et voilà, donc le côté primitif, et là on pourrait dire, oui, le paradis est aussi une vision primitive. Une société dans laquelle tout est à la portée de la main. Il n'y a pas de manque. Quand on parle de l'ère primaire, on semble penser à une ère d'abondance. Oui, c'est pas faux non plus. C'est abondance, pas abondance. Après, rentrer dans les détails, c'est pas le plus important. Mais ce qu'il y avait en fait, là, c'était juste une digression. Mais ce qui était important à souligner, ce qui a gâché le tableau, c'était la consommation du kat. Là, c'est un problème. Donc, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas une chose.
l'amertume du café est une amertume nécessaire, fondamentale. Et le café n'est pas que de l'amertume, il est aussi un peu de l'acidité, un peu de... il y a des choses, il y a un bouquet. Alors on est capable de vraiment le ressentir comme il faut, comme il est, ou on n'en ressent que quelques expressions. Voilà, donc voilà, moi je ressens le côté acide et le côté fruité, je le ressens moins. Mais j'ai tenu à parler en ce moment pour témoigner de cette importance de cette drogue, puisqu'il faut l'appeler ainsi, cette drogue euphorisante, et ça me ramène à l'époque où j'ai découvert le café Arabica. D'ailleurs, ça c'est l'Arabica de carte noire, et c'est un véritable moment d'exception, puisque l'Arabica, depuis les années 80, n'a fait que me décevoir. Et c'est pour ça que je suis passé à un autre café qui est le San Marco. Évidemment, ça c'est le maximum de ce que je peux me payer. Après, je ne vais pas dans les épiceries, etc. Donc j'achète dans des endroits assez communs. Voilà, donc un des cafés qui était le café qui a pris la place de carte noire parce qu'il était plus régulier, plus carte noire. Voilà, donc c'est la chance. On découvre un café un jour comme ça, carte noire, redevient carte noire d'il y a 40 ans. C'est un véritable miracle. Ah, donc mais moi j'ai triché aussi. Avec ce café-là, j'avais pris quelque chose de sucré. Un bout de date, d'accord, mais ça, c'est pas bon. Et donc, il faut pas sucrer le café indirectement. Le café doit être pris. Mais le plaisir du café, on le sait, on en est dépendant. Donc on le sait, on est dépendant jusqu'à un certain point, évidemment. On n'est pas dépendant de façon, j'allais dire, concrète. On peut déclarer que c'est bon. On a fini avec le café, on a fini avec le thé, on peut se contenter de boire de l'eau, simplement. Et de l'eau, pas trop chlorée, si c'est possible, et de l'eau. Mais après, la chose, d'ailleurs c'est marrant parce que quand on change de pays, on a on prend connaissance avec une nouvelle eau. On a l'impression que l'eau, elle a un goût différent, elle est plus légère. Voilà, donc l'eau habituelle, l'eau que l'on consomme tous les jours, a une certaine, je sais pas, une certaine texture. Voilà que quand on va ailleurs, on se rend compte que la texture, elle dépend des endroits. Donc l'eau n'est pas la même partout. Voilà, c'est un petit motif de satisfaction. En tout cas, les premiers jours, après, on s'habitue et ça y est, ça devient, ça ne veille plus rien. Donc le café, là, j'ai simplement, donc, un plaisir plus un plaisir. Il ne peut pas y avoir une sorte d'abondance de plaisir. Un plaisir devrait nous suffire. Il faut être dans la modération. Le 4 est beaucoup plus dépendant que le café. Donc si on associe le café et le 4, déjà on n'est plus dans la société idéale. Si on associe le café et la cigarette, on n'est plus dans la société idéale. Si on associe le café, le cannabis et le tabac, et peut-être... non, un plaisir, c'est déjà énorme. Voilà, à chaque fois, on est comment dire, on rend grâce à Dieu, puisque c'est le seul que l'on connaisse. Mais on pourrait rendre grâce à la personne qui a permis la diffusion du café, oui, pourquoi pas. Mais en attendant, on rend grâce à Dieu, voilà, pour une petite chose comme ça, et non pas vraiment petite, une énorme chose. Après,
rendre grâce à Dieu sans pour autant se mettre comment dire, sans se réclamer, enfin sans appartenir à Dieu. Ça, c'est juste une affaire de vocabulaire. Hein. On utilise un vocabulaire qui est à disposition, mais sans s'y investir totalement. Rendre grâce à Dieu, il y a pas de quoi. Dieu, c'est une figure tutélaire comme ça, une sorte de symbole que l'on met par-dessus tout. Il nous faut bien référer à quelque chose de supérieur, puisque on trouve qu'on n'est pas dans la supériorité. La preuve, c'est que on se rend compte que l'on est dépendant. On est dépendant et on est en plus dépendant de processus biotiques fondamentaux sans lesquels, comme on est dépendant du sommeil, le sommeil est une chose que l'on trouve sans intérêt. Sans intérêt, intellectuellement, c'est sans intérêt. Au niveau du temps, c'est sans intérêt. Après, c'est vrai que si on n'avait que le jour, puisque peut-être le sommeil, c'est en fonction peut-être de l'alternance du diurne et du nocturne, et que c'est parce que il y a la nuit qui est le sommeil. Peut-être si les choses se sont passées ainsi, en tout cas ce n'est pas c'est pas évident. En tout cas, on constate l'universalité du sommeil chez énormément d'espèces. Simplement, malgré toutes les preuves du bienfait du sommeil, on trouve que c'est trop long. Ça prend trop de temps. Le tiers de sa vie au plus. Ah là c'est ingérable. Le tiers, moi t'as vécu 60 ans, mais 20 ans à dormir. En plus de la dormance, j'allais dire, à dormance sur le plan symbolique. J'ai pas cessé de dormir, j'ai pas cessé de m'assoupir, j'ai pas cessé de pas être présent dans ma vie. Voilà, donc c'est... Alors, et puis, la respiration. Puis, il nous arrive une chose qui va affirmer le côté relatif. Et à ce moment-là, Dieu s'invite dans l'affaire. Dieu, parce qu'il n'est pas soumis aux mêmes contraintes, parce qu'il n'est pas soumis aux mêmes risques. Dieu ne dort pas, Dieu ne tombe pas malade, Dieu n'est pas affecté par les virus. Voilà, on imagine Dieu comme ça. C'est ça. Donc, pourquoi Dieu est important dans toute cette équation. On ne peut pas le faire disparaître. Parce qu'on en a besoin pour établir un rapport c'est une sorte du surmoi ultime, une sorte voilà, en quoi il est, c'est pour ça que on peut le considérer comme un idéal, c'est-à-dire s'affranchir le plus possible des contraintes, s'affranchir le plus possible de sa constitution. Ah, c'est pas que on va chercher à arrêter de respirer, parce que on est un respirant continuel. On est, c'est que l'on va se priver de manger pendant des durées longues, pendant une certaine durée. Non, c'est pas que l'on va contraindre le corps à toutes sortes d'abstinence. Simplement, on essaie d'être dans une certaine, dans le sens de l'effort. Voilà, il y a l'effort qui est utile, il y a l'effort qui est totalement gratuit, l'effort sans... Alors, un mot qui est intéressant, le mot de rigueur. Il y a besoin d'être rigoureux même dans les choses les plus inutiles, quelque part. Alors, on veut faire une chose, il faut être rigoureux, il faut la faire.
alors que ce soit quelque chose de totalement inacceptable et accepté, totalement qui va nuire à quelqu'un. Si l'on estime que l'un projet de nuisance à la société, etc., si on a de la légitimité par rapport à ça, après la société intervient la société va avoir le dernier mot. Mais l'on peut penser que, comme tout à l'heure, il y a eu quelque chose, j'ai répondu par rapport à la violence et par rapport à la paix, le choix de la paix, de la non-violence comme une sorte de perspective, comme un outil de combat. Combattre, en fait, sans combattre, sans avoir jamais recours à la violence. C'est une possibilité, c'est un choix qui peut être tactique, et plus que tactique, un choix vraiment stratégique, carrément. Mais c'est vrai que c'est pas évident de dire si l'on a un projet d'atteinte à l'intégrité de quelqu'un. Le problème est d'ordre, l'atteinte, elle peut être symbolique, donc il faut la réduire au symbolique, parce que l'atteinte physique va finalement produire des conséquences indésirables. Simplement, il y a même de l'ordre, par exemple, vous dites quelque chose à quelqu'un et vous portez atteinte à l'intégrité morale de quelqu'un et vous avez quelque part en opposition, vous avez la possibilité d'être soumis à un certain devoir de réparation. Vous allez être obligé de réparer une faute commise. Donc là, c'est ça le problème. Le problème, c'est en fonction. Donc il y a le meurtre symbolique. Comme il peut y avoir peut-être, j'en sais pas, la révolution symbolique. Alors la révolution symbolique, c'est une révolution silencieuse, pour autant dire inexistante. On peut un peu déstructurer un État, un ordre social, etc., mais uniquement symboliquement, rien de plus. Voilà, j'ai un projet de société qui suppose que la société... Voilà, donc pour être dans le concret, le plus dépendant du moment, et parce que il y a la peur de déborder sur un terrain évidemment éminemment glissant, donc il faut contrôler la parole, même si le café a tendance à nous précipiter comme ça, à nous donner de l'élan, il faut maîtriser son élan. Parce que, donc, évidemment, j'introduis des choses et à côté des sortes de moyens de contrôle. C'est-à-dire, là, j'introduis une certaine, je prône une certaine dose d'incontrôlité, et puis, de l'autre côté, je bascule sur du contrôle, ou plutôt j'essaie de faire en sorte que les choses soient plus de l'ordre de l'ineffectif que de l'effectif. Il faut tuer symboliquement, comme il faut nuire symboliquement. Il faut, comme d'ailleurs souvent, dans certaines sociétés, la nuisance, elle est symbolique. Ça passe par des rituels, ça passe par des croyances, par la magie blanche, la magie noire, etc. Ce n'est que du pensé, ce n'est que du supposé, et ça n'a jamais produit des effets concrets. Mais par contre, on porte atteinte à l'intégrité de quelqu'un de façon symbolique et en pensant que ça dépasse le cadre du symbolique, mais en fait ce n'est que du symbolique. Bien entendu, dans certains cas, ça dérape, ça peut nous échapper. Mais en général, voilà comment certaines sociétés arrivent à gérer les tensions.
je me venge de toi, mais sans finalement courir le moindre risque. Je me venge de toi sans que tu le saches, sans que tu puisses te défendre d'une certaine façon. Je vais pas t'intenter un procès public, je vais faire de mon côté, dans mon coin, je vais faire des choses. Bon, arrêtons ça. En tout cas, c'était l'idée que il y a une société que l'on dit, que l'on veut déstructurer. Simplement, il y a, quelquefois on parle d'une révolution, on peut voir les conditions sociales, économiques, etc. Et quelquefois, un changement de société est impulsé par des conditions échappant même objectives. Ce n'est pas la capacité de mobilisation des acteurs sociaux, etc., politiques, etc., qui est la plus déterminante. C'est plus un environnement, c'est plus un moment donné. Voilà, donc il y a une crise économique, il y a une crise, je sais pas, il peut y avoir une crise symbolique, si l'on peut dire, il peut y avoir une crise de sens. Voilà, les gens sont un peu perdus et parce qu'ils n'ont plus de perspective symbolique là aussi. Et donc voilà, celui qui arrive au bon moment peut profiter de cette attente. On parle attente messianique aussi. Et alors donc pour finir, parce que je voulais pas du tout m'étendre et je me trouve déjà un peu trop avancé dans ces trucs-là. Je contrôle parce que je veux contrôler, je veux pas non plus que ce que je dis, même si il reste inécouté, inaudible, que ça se permette, que ça puisse faire penser que j'ai justifié l'acte totalement incompréhensible de ces personnes, ou cette personne qui a été attaquée des gens dans la rue. Là, c'est moi, je suis plutôt du style à être celui qui se protégerait contre les attaques des autres. J'ai failli être attaqué par quelqu'un qui, je suppose, portait une arme blanche. Il est possible qu'il ait été porteur d'autre chose. Il y a quelqu'un qui arrive comme ça dans la rue et il me rentre dedans. Et moi, je réagis. Et puis, la personne, voilà, elle était prête à aller très loin. C'est juste la personne féminine qui l'accompagnait qui a temporisé, qui a empêché qu'il n'agisse contre moi. Donc je suis pas du tout ce type de personne qui va finalement faire peser une quelconque menace sur l'intégrité physique d'une personne. On comprend pas, on comprend dans une sorte d'environnement un peu clos, que des gens qui vivent ensemble, qui sont les uns sur les autres, etc., que ça dérape et que ça conduise à des drames. Voilà, quelqu'un qui, dans un moment de grande fureur, se saisit d'un couteau de cuisine, voilà. Mais que quelqu'un prenne cette arme, cette chose qui normalement est faite pour rester à l'intérieur, dans la cuisine peut-être, et qu'il se porte à la rencontre de gens qu'il ne connaît pas, et même s'il devait les connaître, c'est pas une raison, mais il commence à les poignarder. Ah, là, il y a une sorte il y a la raison, tout peut être quelque part interprété, mais là, il y a un problème. Il y a un problème il y a un problème comme quelqu'un qui, armé d'une arme blanche, qui va s'attaquer à des gens armés d'armes à feu. Voilà, donc c'est protégé même contre des gens qui sont protégés au niveau de leur partie sensible. Là, il y a de l'ordre. Là, c'est une forme de pathologie qui n'a rien à voir avec ce que moi je peux
dire ou pas dire. Donc c'est ça le problème. Le problème de la parole. Bah, il faut dire que j'ai encore le casque sur les oreilles, que j'ai les bouchons dans les oreilles, que je n'entends pas exactement ce que je suis en train de dire. Et voilà, donc là, le café, l'effet du café est en train de baisser. Après, c'est uniquement... Donc la société se retrouve confrontée à quelque chose de vraiment très particulier. C'est la première fois. Moi, j'ai vécu sous la hantise d'une guerre atomique après la Troisième Guerre mondiale. Et puis, il y a eu des guerres régionales que j'ai suivies de près. Mais il n'y a jamais eu de crise. À part, dans mon enfance, un tremblement de terre, mais j'imagine assez léger, mais qui a quand même effrayé mon père, qui nous a réveillés, et nous avons passé une partie de la nuit à finalement à supplier Dieu, voilà, de nous épargner. Donc voilà un moment. Mais c'est ça, simplement ça. Alors il y a eu des crises climatiques, d'accord, la sécheresse, etc. Voilà, l'élément dans mon enfance, l'élément qui était un élément variant, c'était les tempêtes de mer. Quelquefois, elles étaient plus fortes que d'autres. Voilà. Mais il n'y a pas eu. Après, il y a eu la crise de 2008. Dans l'histoire familiale, il y a la crise de 1929, mais il y a eu la crise de 2008. Cette crise-là, je sais pas comment elle s'est manifestée dans ma vie quotidienne, je sais pas. Après, moi, j'en ai bénéficié au niveau de la guerre entre les supermarchés. Voilà, donc la crise a donné, a accouché de cette guerre qui s'est arrêtée il y a 1 an et quelques. Mais en tout cas, voilà, la guerre, enfin la crise des subprimes, j'en ai entendu parler par rapport à ce qui s'est passé en Espagne, finalement la faillite du marché de l'immobilier et des choses comme ça. Mais concrètement, dans mon environnement proche, il n'y a pas eu de licenciement, il n'y a pas eu de perte d'emploi. Voilà, c'est une crise qui est passée presque inaperçue. Voilà, sur le plan après de l'analyse, sur le plan des comptes rendus, c'était une crise. On a vu comment Sarkozy là finalement a été obligé de la gérer. Comment et serment, il a dû en payer le prix, parce que là, c'est toutes les réformes, tout ce qu'il pouvait présenter comme politique, devait d'abord tenir compte des conséquences de cette crise conjecturelle. Et donc, voilà, il n'a pas été nommé pour faire face à la crise. La crise s'est produite pendant sa présidence. Donc vraiment c'est ça. Alors après aujourd'hui on a une crise qui peut finalement qui est en cours, dont on ne connaît pas l'issue. Et simplement, alors je parle toujours avec les oreilles bouchées. Donc vraiment, je suis pas du tout là, je contrôle plus, mais en fait, je contrôle plus parce que j'ai peur. J'ai pas peur des censeurs institutionnels ou autres. C'est pas le problème. Le problème, c'est que quelqu'un à qui ce que je dis ne peut ne pas plaire, et il va signaler la vidéo. La vidéo peut ne pas être acceptée par l'hébergeur, même si en fait je m'en fous. Je construis un discours. Après, j'ai des moments particulier dans la construction de ce discours, je peux finalement passer par des moments moins évidents que d'autres. Le bénéfice, c'est que j'ai accès à du langage auquel je n'avais pas accès régulièrement. Voilà, c'est ça l'intérêt. Après, comment dire, j'ai été jugé pas dangereux, donc pas
par tous les services possibles de suivi, etc. Et donc, vu la diffusion, et vu de mes propos, donc je compte pas. Je constitue pas une source voilà, on peut m'écouter, mais finalement, je n'ai pas d'audience. Voilà, donc vraiment quelqu'un dans son coin qui fait ses trucs, laissons-le faire ses trucs, voilà, ça lui fait plaisir, ça l'occupe. Pendant ce temps-là, il va pas nous ennuyer, voilà, il va pas nous créer de complications. Voilà, donc c'est un peu de cet ordre. Ouais, je pense que c'est de cet ordre-là. Après, donc, voilà, la situation est que, comme une situation nouvelle, il y a une sorte de, comment dire, il y a à trouver comment y répondre. Ce n'est pas, on ne peut pas dire, il n'y a pas de personne protégée. Alors, quand on est au stade de dire tout, comme moi, j'ai essayé, le monde s'est ligué contre moi. Une façon de le présenter la situation. Personne ne s'intéresse à ce que je vis depuis longtemps. Donc j'ai dû instaurer un rapport de défiance vis-à-vis du monde. Tous les gens que je peux approcher, tous, quels qu'ils soient, ils ne font rien pour m'aider à trouver une issue à mes divers impasses. Voilà. Donc ces gens, au contraire, ne font que créer des sortes de diversions inutiles. Voilà. Donc ils me lancent sur des batailles dans lesquelles je n'ai rien à y faire. Voilà. Donc non, j'ai pas besoin. J'ai besoin de me concentrer sur mes défis du moment, et je n'ai pas besoin j'ai pas besoin de m'éparpiller. Voilà, donc on s'éparpille parce que l'on doit suivre. On n'a pas toujours l'initiative des choses, presque rarement. Alors simplement donc tout le monde devient menaçant, ou tout le monde devient une source de risque. Et cette attitude défensive et extrême trouve son équivalent aujourd'hui dans ce qui est conseillé, ce qui est conseillé par toutes les autorités possibles. N'ayez confiance en personne, n'ayez confiance en rien, ne touchez à rien, n'entrez en contact avec rien. Ne parlons pas des choses, comment dire, n'entrer en contact avec personne, parce que, j'en sais rien, à une certaine époque, on pouvait dire, tiens, une fille qui se retrouve en intimité avec un homme, ça représente un risque. Alors on ramène les choses, à un moment donné, il y avait cette histoire qui disait, oui, voilà, chaque fois qu'il y a un homme et une femme en intimité, il y a le diable, il y a la tentation, le risque qu'ils commettent finalement, qu'ils commettent la chose, voilà. Donc, il faut éviter que deux personnes de sexe différents se retrouvent ensemble, se retrouvent séparés ou isolés. C'est un risque. Et après, on a dit, oui, il y avait un chaperonné. Donc, pour éviter que deux jeunes personnes promis à s'unir, donc on devait les faire suivre par une chaperonne, parce que qui les tiendrait dans une certaine non-proximité. Il ne faut pas trop se toucher, il faut contrôler le déroulement du processus de l'entrée en intimité. Il ne faut pas consommer avant. Voilà, il faut garder presque, bien entendu, il est possible que même finalement la morale, elle entrait dans les chambres
dans les chambres à accoucher des couples. Là aussi, le sexe, c'était pour la procréation et non pas pour le plaisir. Ben, évidemment, la situation a changé, mais c'était ça. Donc, l'être humain, toucher l'être humain, ou être touché par l'être humain, c'était une chose. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Garde tes distances. Garde tes distances. Aujourd'hui, la distance est devenue de l'ordre de 1 mètre, 2 mètres, etc. C'est à qui peut, à qui fait mieux. Voilà, 3 mètres, pas de problème. On va crier. On va crier pour être entendu. Hey, hey, tu m'entends? Hey, tu m'entends? C'est comme ça que ça va se passer. Donc, on fait peu confiance aux êtres avec lesquels on avait toujours des rapports un peu de méfiance, des rapports un peu d'évitement. Voilà, d'évitement. Et puis, il faut éviter tout ce qui est tout le reste. Tout le reste devient une source de menace. Et on ne sait pas pendant combien de temps cela va durer. On ne sait pas, beaucoup d'entre nous sont encore actifs, bien portants. Demain, ils ne le seront plus. Demain, ils seront morts. Donc, il y a, on ne sait pas lesquels. Et, il y a un jeu macabre, quelque part, une sorte de loterie macabre. Voilà la question, comment elle va se dérouler. Donc, c'est vraiment, je sais pas, il faut, il y a cette histoire, vraiment, j'en ai marre d'avoir des trucs dans les oreilles. C'est horrible de s'entendre parler. Je me concentre que sur ça. Alors que normalement, j'aurais voulu, je sais pas, c'est pas que je vais entendre des choses venant du dehors ou de mon environnement, à part peut-être le vol d'une mouche. Et alors, il y a eu une mouche il y a deux jours, un jour, enfin, voilà, c'était ça. Mais autre chose, non. Mais entendre les cafalcades sur le plancher au-dessus de moi, les enfants voilà, j'arrive pas à supporter ça. Alors je préfère une certaine, j'allais dire, privation sensorielle plutôt que d'être presque inondé, phoniquement inondé sensoriellement par des bruits qui ne me font aucun bien. Et c'est vrai que parler sans... Et c'est vrai, quand on parle, on s'entend. Mais quand on a des choses dans les oreilles, on s'entend doublement. Il y a un effet, j'allais dire, double Dolby Stereo, je sais pas quoi. Il y a un effet de réverbération encore plus insupportable que quand on parle seul et que quelquefois on est focalisé sur les ondes sonores que l'on crée. Pas sur le rythme, la mélodie, ça c'est très bien, mais uniquement sur ce que l'on entend venant de soi. Et voilà donc la question. Donc finalement, moi qui ai toujours été privé de l'autre, je me retrouve, je suis devenu normal, je suis devenu la norme. Voilà. Moi, j'ai été isolé depuis toujours. Voilà que tout le monde s'est isolé. Sous prétexte, on peut interroger cette chose-là, ce choix. Puisque finalement, c'est un choix, c'est le choix de reporter les choses, et non pas de les éviter. On a créé une sorte de fausse sécurité. La maladie, tout le monde y aura droit. Donc c'est uniquement pour essayer de mieux contrôler, évidemment, mieux prendre en charge les dégâts
de la chose, mais non et non pour pour les pour les faire disparaître. Ça ne fonctionnera pas. Tout le monde va être touché. A priori, c'est comme ça que l'on présente la chose. Après, on espère que ça ne sera pas le cas, mais il n'y a pas moyen d'échapper à quelque chose qui est présent. Voilà, comme il n'y a pas moyen d'échapper à soi, comme il n'y a pas moyen d'échapper au minimum vital, c'est-à-dire être aimé, être considéré, être intégré, être quelque part bien vu, être épaulé, être, voilà, quand on n'a pas tout ça. Alors je sais plus ce que je voulais dire. En tout cas, je suis dans une situation qui n'est pas du tout enviable. Là, la question, malgré tout ce que je peux dire, c'est une situation atroce parce que je peux être touché dans ma proximité, même si j'ai pas de lien avec ma proximité, mais ça reste toujours ma proximité presque théorique, mais à ce moment-là, il y a des choses auxquelles je ne pourrais pas faire face. Si c'est ça la question. Alors le meurtre symbolique, ouais, c'était le meurtre symbolique, c'était le meurtre du père, comme on disait. Voilà, c'était la chose, le meurtre symbolique du père. Comment on pourrait parler du meurtre symbolique de la société, le fait de détruire symboliquement la société de son père, la société de ses aïeux, pour y substituer sa propre société. Voilà, donc avoir un espace à moi suppose que je puisse disposer de l'espace de mon père. Donc je dois écarter mon père, parce qu'il n'y a pas d'autre espace, il n'y a pas d'espace disponible pour moi, et la seule façon d'en avoir, c'est de le prendre à mon père. Il n'y a pas, si j'avais la possibilité, je partirais ailleurs. Mais d'ailleurs, je suis parti ailleurs et j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à prendre un espace. Mais il n'y a pas d'espace pour moi. Il n'y avait pas d'espace. C'était le choix, un choix d'éviter la confrontation, d'éviter le meurtre, d'éviter. Il faut quand même tuer le père à un moment ou à un autre. C'est comme ça que l'on dit. Après, on présente les choses de cette façon. Il n'est pas exactement, même au niveau symbolique, pas exactement vrai. Alors, on est victime d'un discours un peu comme ça, une sorte de un peu mécaniste que l'on trouve dans les documentaires animaliers, qui a tendance à être un discours archi-dominant, évidemment, le père chasse ses descendants pour pouvoir garder l'exclusivité du territoire. Parce qu'il n'y a pas assez, parce qu'il peut être contesté à un moment donné, s'il a de la défaillance, il pourrait être contesté par ses propres descendants. Donc il les chasse hors de son territoire. Et durant cette épreuve imposée, ils peuvent très bien, finalement, perdre la vie. Ils sont sur des territoires peu viables. Ils doivent aller loin. D'ailleurs, même dans cette histoire, on nous a montré le renard polaire ou arctique. Et puis on voit débouler le renard, alors je sais pas comment on l'appelle, le renard commun, alors c'est pas canis quelque chose, en tout cas le renard qui à la faveur de ce qu'on appelle réchauffement, qui reste à prouver, mais en tout cas réchauffement climatique entre guillemets commence à remonter. C'est uniquement la génération des descendants qui doit se chercher un espace et qui doit évidemment évidemment doit aller à la découverte, doit aller
le plus loin possible. Donc on suppose qu'il y a une génération première, donc territoire premier, et sont presque dans des sortes de cercles concentriques qui amènent vraiment, finalement très très loin. Donc là, le renard, je sais pas comment on pourrait l'appeler, le renard roux, voilà, le renard roux se retrouve en concurrence avec le renard polaire, et évidemment, il a tendance à gagner puisqu'il est plus costaud, il est plus cela, etc., etc. Voilà, c'est le discours. Le discours, veut quelque part, soit on comprend les choses dès le départ, on se dit, on n'a pas d'autre territoire. Le territoire du Père, c'est le territoire que l'on connaît par cœur. Donc on a intérêt à écarter le Père le plus vite possible. Ne pas partir, surtout ne pas quitter le domicile familial, le territoire clanique, le territoire paternel. Écarter le Père, le mettre de côté. S'il faut le pousser vraiment, le forcer à s'écarter, on le fait. On le fait parce que c'est dans l'ordre des choses, parce que on va assumer la succession. Et donc, dans cet ordre d'idées, on pourrait être amené à tuer ses frères et sœurs, puisqu'ils constituent une sorte de concurrence. Là aussi, une histoire, comment, dans le sens où quand on a un territoire qui n'est pas extensible, si on doit le partager avec d'autres, d'ailleurs on se retrouve dans ces histoires de partage, histoires de succession, on se retrouve face à des réalités économiquement non viables. Le principe de la succession, principe universel, etc. Mais dans les faits, on revient à prôner finalement la solution adoptée à l'époque de ce qu'on appelle l'ancien régime, et qui était le régime normal, maintenant il est devenu l'ancien, en tout cas qui a prôné la primauté de l'aîné. Moi je suis pas contre le fait que l'aîné soit finalement à la suite du père, pour garder l'intégrité du territoire du père. L'aîné en tant que père second. Voici comment on peut installer les choses, et dans cette et en fait on est obligé de revenir sur les territoires du père. Évidemment, territoire symbolique, puisque quelquefois l'opération de conquête ne se termine pas bien, elle se termine par un vide. On n'a rien fait. On n'avait pas les moyens, moi évidemment, n'avais pas les moyens de conquérir un espace. Parce que cet espace est déjà occupé. On n'avait pas les moyens de lutter pour s'y implanter. Et puis, imaginons un espace vraiment très lointain. Je reprends des documentaires familiales, et dans cette cette doxa, on peut retrouver par exemple une fille, un enfant femelle, un rejeton femelle, revient pour donner un coup de main, chez les lynx par exemple, à sa mère. Voilà, on peut dire, tiens, mais parce qu'elle était restée dans la proximité avec le territoire de sa mère. Donc on peut même pas, par exemple, revenir se ressourcer sur le territoire paternel, reprendre de la force. On ne peut pas demander son aide au père. Imaginons, c'est trop loin, c'est un territoire qu'il ne connaît pas, un territoire, voilà, donc on est parti trop loin. Il aurait fallu partir, mais sans trop s'éloigner. Partir, d'accord, mais pas vraiment très très loin. Donc c'est ça le problème.
Le problème, c'est qu'il faut revenir sur et récupérer ce qui est possible, ce qui sera possible de récupérer de l'héritage du Père, le territoire du Père. Alors quelquefois, ça se limite à du symbolique. La religion du Père, ou une partie de cette religion du Père, les valeurs du Père, la stature du Père, être un peu à l'ombre du Père, on peut être une sorte de Père bis à ses propres yeux. Voici comment je réinvestis l'image de mon Père parce que j'ai pas d'autre image. D'ailleurs, moi-même n'étant pas devenu père, donc voilà, c'est des choses assez particulières. Mais il faut dans ces histoires-là, c'est vrai qu'on pêche par une sorte de manque de préparation, une sorte d'esprit d'aventure, un esprit de voilà, l'élan. On prend un élan et puis finalement on est obligé d'assumer quoi qu'on dise. On doit assumer à un moment ou à un autre les égarements et la volonté de puissance. Voilà, la volonté de puissance qui nous a habité pendant un certain temps. Voilà, je m'arrête, vraiment, je sais pas ce que c'est que cette prise de parole, j'ai mal à la jambe, au moins ce que j'ai pas récupéré du Père, c'est le diabète, là c'est un truc que j'ai en moi, tout seul. Le Père me l'a pas donné, ou en tout cas peut-être il me l'a donné, mais chez lui ça s'est pas exprimé, ni le Père, ni la Mère. Alors, d'où ça me vient, je n'en sais rien. En tout cas, un côté... alors, c'est vrai, il y a besoin collectivement d'interroger ces rapports ou ce rapport qu'on a à nos pères, parce que c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Plus le temps passe et plus on essaye de s'approcher un peu d'être dans une sorte de proximité. On veut finalement être amis, devenir les amis de nos pères, devenir créer des passerelles, des compatibilités, des choses comme ça. On veut pas être on veut plus être dans l'opposition, quelle que puisse être finalement la légitimité ou de cette opposition, sa pertinence. Ça suffit. C'est notre Père, on est de lui. Donc rien que ce rapport rien que cette affiliation devrait nous suffire pour annoncer un certain alignement. Voilà, c'est comme ça. Nous sommes, comme pourrait dire, nous sommes à Dieu et nous lui revenons, nous sommes à nos pères et nous leur revenons. Nous sommes aussi à nos mères et nous leur revenons, leur devons cela. Donc c'est ça le problème. Alors comment faire quand il y a personne pour m'accompagner dans cette étape, puisqu'on avance par étapes, mais les choses deviennent s'installent un peu pour durer. C'est pas une chose que je vais contester demain ou après-demain. Une chose comme ça. Il n'est pas facile d'être un bon père, il n'est pas facile d'être un père tout court, il n'est pas facile d'être une bonne mère, il n'est pas facile d'être une mère tout court, il n'est pas facile d'être un enfant, il n'est pas facile d'être un bon enfant, un bon fils, il n'est pas facile d'être un humain, il n'est pas facile d'être un membre d'une société, il n'est pas facile d'être un bon ami, il n'est pas facile d'être un bon compagnon, il n'est pas facile d'être bon, tout simplement.
souvent on est dans la défaillance, on est dans une sorte de non, on est ce que l'on n'a pas voulu être, on est ce que le destin a décidé que nous pourrions être. Je suis moi et en même temps je me reconnais pas dans ce que je suis ou de ce que je peux dire ou ce que je peux laisser apparaître ou ce que je pourrais. Je suis moi et en même temps je suis loin d'être moi. Mes paroles me limitent, mon physique me limite, mes perspectives me limitent, mon existence me limite. Et voilà, j'aurais aimé pouvoir faire plus et faire mieux et faire beaucoup mieux surtout les choses. Être plus dans une rigueur douce rigueur. Pas genre de la rigueur militaire, non, juste, voilà, entendre un peu les sons d'avertissement. Voilà, tiens, la cloche a sonné. Il serait temps. Ah mon fils, il serait temps que tu passes, que tu fasses un peu violence. Il serait temps. Allez, vas-y, travaille pendant 2 heures, 3 heures. Après, tu auras tout le temps pour, pour fainéantiser. Allez, 1 heure. 1 heure, c'est beaucoup 1 heure? Ah, c'est beaucoup 1 heure de suite. Ah, prends, va et partage, divise en 2. 1 demi-heure, et puis après, tu te reposes, tu fais n'importe quoi, et puis après, tu reviens. Et en total, ça te fera 1 heure. 1 heure! Voilà la chose. Une rigueur, tout ce qui est de plus facile à supporter. Mais une rigueur continue. Une rigueur qui devient là aussi une sorte de ligne de conduite. J'ai 1 heure de rigueur par jour. Ah, c'est pas énorme. C'est vraiment, c'est supportable, c'est gérable. 1 heure pendant laquelle je me fais face, je m'occupe d'une chose. Simplement, j'en sais rien, évidemment, j'arrive même pas à identifier cette chose-là. C'est ça le problème. C'est que il est possible qu'on soit dans la continuité de père, que le père ne savait pas ce qu'il était, ce qu'il voulait de la vie, qu'il était dans l'errance, que soi-même on est hérité de cette errance. Et l'errance du père, l'errance de la mère, l'errance du milieu, et à ce moment-là, je peux basculer sur une chose à laquelle j'ai pensé, qui s'appelait les hommes chancelants, les hommes errants. Donc là, une chose à laquelle que je pourrais développer, mais que je pourrais développer sous la forme uniquement de petites choses, des éléments comme ça, presque bruts, pour essayer de les reprendre plus tard. Ce travail, qui est un travail sur la langue, il est uniquement destiné à être intégré dans des entreprises évidemment ultérieures. Ce n'est qu'un travail préparatoire et non pas un travail terminé, un travail fermé, fini. C'est peu à peu. Alors je continue pour arriver à 1 heure. Simplement, n'importe quel travail, il faut avoir une sorte, ne serait-ce qu'un contrôleur, une sorte de... il y a personne. Hein. Ce travail suppose que l'on ait de l'assistance. Cette assistance n'est pas assister, le faire d'être assisté, et non pas d'avoir un assistant, c'est-à-dire quelqu'un sous soi, mais quelqu'un qui vous assiste, qui est la même finalement, qui sur le même pied d'égalité, évidemment. Mon assistant, c'est celui qui m'assiste. Donc, dans le sens, si j'ai besoin de lui, c'est que je le considère comme moi. Il m'assiste parce qu'il est une sorte, voilà, j'ai non pas un complément, mais un autre moi-même avec
des compétences qui me manquent. Voilà, simplement l'autre en tant que part essentielle de soi. Moi, j'ai 30% de ce qu'il me faut et l'autre a peut-être 70%. Allons-y, soyons généreux. 70%. Donc moi, 30, 70, ça fait la totalité des besoins. Et donc voilà, donc c'est ça. Bon, c'est terminé, à bientôt.